Si vous me prenez et que vous me déposez dans n'importe quel pays du monde, 101 francs, avant le soir, j'aurai quelque chose en poche. 6 mois avant l'ouverture de l'imprimerie, je ne pourrais pas imaginer être un imprimeur. Et j'étais là un jour quand un ami m'a appelé parce qu'il y a son cousin ou frère à la FSS qu'il avait besoin d'imprimer son rapport de stage. Il avait fait 11 exemplaires. Mon ami, tu n'as pas d'autres camarades de classe qui en ont besoin? Il dit oui, on est plein. Je dis let's go. Les gens veulent commencer grand. Rêve grand, mais commence petit. À la fin de la semaine, je fais le point. Je venais de gagner 2 millions. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est effectivement ce que j'ai fait ou l'argent est venu d'ailleurs? Il n'y a rien de plus facile que de se faire de l'argent. Ne te dis pas forcément que c'est ta passion que tu vas faire. C'est grave de le dire. Ceux-là qui sont en entreprise et arrivent quand même à avoir d'autres sources de revenus, c'est un besoin qu'ils arrivent à combler. N'étant pas libres, et que ceux qui sont au chômage ont des questions à se poser. Celui qui n'a rien à craindre, puisqu'il n'a rien à perdre. C'est pas qu'en étant salarié, on ne peut pas grandir. Mais quand tu es salarié, tu te donnes pas. Tu n'es pas cher. On ne peut pas avoir peur de te perdre. Tu n'as pas de valeur. Il y a plus de zèbres que de lions. Salam et bienvenue dans Wake Up Champ, le podcast qui t'aide à vaincre le chômage. Je remarque tous les jours, et toi aussi certainement, que de nombreuses personnes, malgré qu'elles ont un boulot plutôt bien rémunéré, ont souvent plusieurs autres activités à côté pour arrondir leur fin du mois. D'autres vont jusqu'à démissionner pour se consacrer aux dites activités. Te rends-tu compte? Des gens démissionnent de leur emploi alors que toi, tu n'arrives pas à en trouver. Quelle est cette chose que ces personnes ont comprise et pas toi? Comment peux-tu t'en inspirer pour vaincre le chômage? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir un aîné, quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration, tant pour le parcours que pour la personne. Sans plus discourir, bonjour Fred Sempose. Bonjour. Je voudrais commencer par te remercier quand je t'ai proposé de faire partie, d'intervenir sur ce podcast-là pour partager ton expérience, ton parcours et contribuer à cet éveil de conscience que je me permets très humblement de faire. Oh, c'est un plaisir partagé dans la mesure où chaque génération a ses difficultés et c'est un défi générationnel que nous sommes en train de relever de cette manière. Merci. Je vais, au-delà de ce qu'est Fred Sempose, les gens connaissent, te laisser te présenter toi-même. À l'état civil, c'est Freddy Vlavonou, bon PDG du groupe Fred Sempose et je n'ai pas plus que ça à dire. Je n'ai pas plus que ça à dire. Mais bon, dans le développement, on verra bien. Parfait. Parlant de développement, la première ou la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est aujourd'hui, on te connaît comme, on va dire, imprimeur. Mais avant ça, est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu faire? Je dirais que même 6 mois avant l'ouverture de l'imprimerie, je ne pourrais pas imaginer être un imprimeur. Ah oui? Oui. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai jamais eu à me poser ces questions-là. Un jour, mon feu père m'avait proposé de faire la menuiserie au lycée Koulibaly. Donc, je m'y étais lancé. J'ai fait les 6 ans en menuiserie et après, j'ai continué à l'université avec une bourse que j'avais obtenue à l'OCOSA. Donc, j'ai continué là-bas en génie civil. Donc, j'avais mon diplôme, je suis rentré. Et c'est après mon retour que je me suis lancé dans l'imprimerie qui était à l'époque un vent favorable. Donc, tu te lances dans la menuiserie, tu te retrouves à l'OCOSA. L'idée, tu as obtenu tes diplômes? Bien sûr. C'est quoi les diplômes? Tu peux nous les rappeler? Ingénieur en génie civil et technicien en opérateur en bois pour le bâtiment. Parfait. Au bébé. Ouais. Mais de là, d'où te vient, on va dire, le fait de te dire, je lance mon imprimerie s'il y a 6 mois avant le lancement, tu n'y pensais pas? Bon, lorsque j'étais à l'université, les professeurs nous demandaient pas mal de rapports à imprimer. Donc, moi, j'avais une petite imprimante qui me permettait d'imprimer mes rapports. Donc, sur le cours, il y a des camarades de classe qui me sollicitaient pour imprimer leurs rapports également.
Et de fil en aiguille, toute l'université venait à moi et même les particuliers de l'OCOSA venaient dans ma cabine pour imprimer. Donc, après avoir fini avec l'OCOSA, j'étais rentré sur Cotonou pour faire mon stage dans une entreprise. Dans une entreprise, ok. Oui, d'architecture, enfin, qui suivait également le chantier, oui. La façon dont le ferrailleur faisait son job n'était pas ce qui était indiqué. Ok. Donc, il fallait que je le recadre un peu. Bon, recadrer, c'est un peu trop dire. Lui indique comment faire. Oui. Et à ce moment-là, il m'a sorti une phrase. Enfant, il dit, on va transcrire ça en français. En français, littéralement, ça veut dire quand je travaille, on ne me fait pas de reproches. Autrement, je vous fais disparaître. Ouais. Voilà. J'imagine que tu étais très jeune très par jeune. Rapport à lui. Par rapport à lui, j'étais jeune. Et déjà sur le chantier, il y avait un conflit entre le ferrailleur en question et le coffreur. Le coffreur avait disparu pendant un moment, puis il est revenu. Et sur le chantier, à chaque fois qu'il souhaitait travailler, il mettait sa chaussure à l'envers. Pourquoi? Donc, il y avait déjà ça et que moi je voyais. Mais bon, comme cela ne me concernait pas, il n'y a pas de souci. Oui. Donc après, j'étais reparti vers le cabinet, me plaindre, voilà, il y a telle situation, les autres disent qu'ils ne peuvent rien faire et que je dois faire mon travail ou en tout cas, ils ne savent pas quoi faire. Et j'étais là un jour quand un ami avec qui j'ai fait l'OCOSA m'a appelé parce qu'il y a son cousin ou frère à la FSS et qu'il avait besoin d'imprimer son rapport de stage. Ici à Cotonou à l'époque, imprimer une page couleur, c'était minimum 500. Ouais. Et quand c'était pleine page, c'était 1000 francs. Ouais, ce dont on parle là, il y a 10 ans ou 15 ans. Hein, c'était en 2011. Ouais. C'était en 2011. Ouais. Et à l'époque, moi, je le faisais, j'avais trouvé une astuce qui me permettait de l'imprimer à 25 francs. Wow. Au lieu de 1000 francs. Donc, il était arrivé, il a imprimé son mémoire, 25 francs la page couleur, et ça c'était sorti nickel. Et je pense à l'époque, il avait fait 11 exemplaires. Du mémoire. Du mémoire, un document de, je crois, 170 pages, quelque chose comme ça, en 11 exemplaires. Moi, j'ai eu de l'argent. J'ai eu de l'argent. J'ai dit, let's go. Mon ami, tu n'as pas d'autres camarades de classe qui en ont besoin? Il dit, oui, on est plein. Donc, c'est ainsi que j'ai démarré l'imprimerie à Cotonou, dans ma chambre. Ouais. Dans ma chambre. Et il était venu dans ma chambre, puis chez mes parents, et c'est ainsi qu'on a lancé, et voilà. C'est là où je veux revenir sur la question de vent favorable. C'est ce que tu appelles vent favorable. Voilà, c'était un vent favorable. J'étais là, c'est arrivé sur le coup, et ça a donné. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Entreprendre, c'est avoir une solution que les autres n'ont pas. Oui. La solution à l'époque, c'était que moi, j'arrivais à faire l'impression à 25 francs la page et que les autres n'arrivaient pas à le faire. Avantage compétitif ou comparatif, très clair. Et depuis lors, nous sommes devenus le numéro 1, reconnu par nos clients et nos concurrents. Elle est belle celle-là. Parce qu'il venait également chez nous travailler. Donc voilà. Oui. Alors, vent favorable, on a beau avoir un vent favorable, mais encore faut-il pouvoir se laisser porter par ce vent-là ou trouver une opportunité, pouvoir la saisir. Comment est-ce qu'on saisit une opportunité à ce moment-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait dire, toi, à ce moment-là, que oui, je me suis formé, j'ai mon diplôme, oui, j'ai des difficultés un peu avec ce que je suis en train de faire avec le ferrailleur, comme ça, mais je vais suivre ce vent favorable-là. Alors, comme je le dis souvent, le meilleur business pour un débutant est celui-là qui l'encourage par un gain au quotidien. Oui. Donc, c'est le gain au quotidien qui m'encourageait à savoir que c'est un bon business. Oui. Le gain au quotidien. Et lorsque tu te lances, il y a des difficultés, mais quand c'est vraiment un vent favorable, c'est-à-dire une solution que tu apportes sur le marché, c'est que tu as de l'argent. Oui. Parce qu'il y a des erreurs, il y a des difficultés, mais il y a l'argent également qui t'aide à relever ces obstacles. Oui. Mais lorsque tu as des difficultés et qu'il n'y a pas l'argent,
le découragement, tu as beau avoir un mental d'acier, hein, il est à la porte et puis c'est clair. L'argent pour toi à ce moment-là, j'ai l'impression que c'était quasiment le moteur. L'argent était là et m'accompagnait. Ok. Mais de l'autre côté, il y avait cette satisfaction de voir des gens te supplier pour leur apporter une solution. Parce que personne ne pouvait le faire. Et c'est en cela que je l'appelle vent favorable réellement. Personne ne pouvait offrir ce service-là. Mais est-ce que vent favorable, est-ce que ce n'est pas un peu comme si tu subissais ça? Ou mon impression, vent favorable, c'est oui, ça m'est tombé dessus, c'est un peu de la chance. Est-ce que c'est la même chose que tu veux dire ou bien tu as vu vraiment une opportunité, tu as su la saisir? Je venais de finir l'université, donc mon objectif n'était pas de saisir une opportunité. Enfin, j'avais pas faim. J'avais pas vraiment comment on va dire, de charge. Du coup, c'est pas comme aujourd'hui, il faut saisir une opportunité. Mais c'était une opportunité qui était là et qui était motivante. Donc voilà, on s'est lancé dedans. Comme je le disais dans l'intro tout à l'heure, ça c'est quelqu'un, comme tu dis, tu n'avais pas faim. Tu avais même une activité, je pense même que les parents étaient visionnaires à te mettre dans un tel métier qui aujourd'hui, on va revenir sur ce que tu en fais même de ces diplômes et de cette compétence-là. Tu n'avais pas faim, mais tu as su saisir ce vent favorable, tu as su saisir l'opportunité. Et je le disais dans l'intro, comment tu arrives à comprendre que des gens soient au chômage et ne trouvent pas de vent favorable, ne trouvent pas d'opportunité? Alors déjà, je vais être un peu rude. Il y a tellement à faire au Bénin que je ne conçois pas qu'il y ait des chômeurs. C'est sincère, je pense que soit ils sont paresseux, soit ils sont orgueilleux. Sinon, il y a trop à faire. Et parfois, les gens veulent commencer grand. Non, rêve grand, mais commence petit. Ils ne veulent pas commencer petit. C'est toute la difficulté. J'ai relancé la menuiserie, mais avec de petites machines. D'abord, des machines de test. Et aujourd'hui, la menuiserie, pour moi, ce n'est pas comme un job, mais une passion. Et c'est l'une des erreurs que commettent la plupart des gens. Lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, ne te dis pas forcément que c'est ta passion que tu vas faire. Amen. Amen. C'est grave de le dire. La passion, lorsqu'il ne te donne pas à manger, arrivé à un moment donné, te décourage. Tu te retrouves à te détester. Donc, c'est celui qui a la tête tranquille qui arrive à commencer une passion parce que souvent, la passion ne te donne pas de l'argent au départ. Souvent. On est d'accord. J'ai bien envie de chanter. Hein. Je veux, depuis tout petit, je voulais chanter. J'adore la musique. Mais je dois manger. Je ne sais pas ce que la musique va me donner. Aujourd'hui, je peux chanter comme je veux. On pourra m'inviter à un concert et je n'irai pas. Parce que c'est devenu, je dirais... Sans ça, tu tiens. Une passion. Voilà. Donc voilà, déjà, il ne faut pas forcément vouloir entrer dans l'entrepreneuriat par passion, mais surtout en voulant résoudre un problème. Et il y a tellement de problèmes à résoudre. Donc celui qui est au chômage, je le répète, soit c'est un paresseux, soit il est trop orgueilleux. Toi, à ce moment, tu te dis, je vais commencer petit. Mais comment tu commences petit? Comment Fred s'impose à commencer petit, littéralement? Avec une imprimante de 23 000 francs. Une imprimante, oui, de 23 000. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais déjà un PC. Et ce PC, c'est encore une autre histoire. J'avais voulu avoir un PC, je me suis débrouillé avec ma mère et je faisais déjà la menuiserie, donc j'avais quelques économies. Au moment où j'allais au lycée, je faisais la menuiserie. Sérieusement, je faisais des portes, des cartes, des armoires, etc. Donc c'était même une grande difficulté pour moi de reprendre le génie civil parce que cela m'éloignait complètement de la clientèle. Donc j'avais pris ces économies-là. Ma mère m'avait aidé un peu. J'avais acheté un portatif à l'époque. Vu que nous étions en génie civil, les professeurs demandaient également des plans en A3. Donc il fallait prendre une imprimante format A3. Donc, c'était l'étape suivante. Je me suis débrouillé avec les économies à l'OCOSA, bien sûr.
pour acheter l'imprimante A3. Alors, comment tu sors de ta chambre? Parce que moi, je t'ai connu pas dans ta chambre. Alors, à l'époque, j'ai quitté ma chambre. J'étais venu dans un petit kiosque. Donc, il y a mon frère qui a un kiosque, petit kiosque de, je pense, 1,50 m sur 1,20 m. Oui. Où il vendait les CD. Donc, je m'étais installé à l'intérieur. Une table, comme je le disais, ça fait 2 imprimantes avec un portatif, donc pas besoin d'espace. On avait commencé petitement là. Et après, l'espace devenait petit et on avait quelques difficultés entre mon frère et moi parce que je prenais trop d'espace chez lui. Mes clients venaient l'inonder, finalement, lui vendait plus. Du coup, il y a ma mère qui m'avait permis de prendre son magasin à elle, qui est là où toi, tu nous as connus. Ouais. Donc, on avait séparé en 2. J'ai pris les meubles que j'avais dans ma chambre que j'ai envoyés là-bas. Donc, tout ce que tu as vu, bureau, machin, c'était ma table d'études que j'avais à l'intérieur, que j'avais réalisée au moment où je faisais la menuiserie, guéridon, etc. C'était ce que j'utilisais dans ma chambre. Et progressivement, ça a pris. Ça a pris. Aujourd'hui, les gens voient Fred s'impose. Des immeubles par-ci, par-là, des annexes par-ci, par-là. Ouais. Je peux dire, je n'ai aucun mérite, c'est vrai, mais je peux dire fièrement que nous, on a vu ça de près. On a Vous avez vécu ça de près. Ouais. C'était aussi, moi, mes tout débuts, moi, aller faire des cartes de visite pour un client, et c'est ça. Je disais aussi en entrée que, en tant que personne, en tant que humain, tu as ce rapport-là, cette qualité humaine-là. Tout de suite, ça passe, quoi. Tu vois, on dirait presque Fred sympa. Cela va de soi. Parce que je n'avais aucune notion en graphisme, en imprimerie, en quoi que ce soit. Tout le mérite vous revient. C'est vous qui m'avez enseigné. C'est parce que j'étais à l'écoute de la clientèle que j'apprenais chaque jour. Côté graphisme, côté imprimerie, les couleurs. Je me rappelle, il y a un client qui était venu avec un magazine. Il voulait textuellement cela. Oui. Mais j'ai juré que ce n'était pas possible à imprimer au Bénin. Ce qui c'est forcément à l'extérieur, puisque ce n'était pas du domaine. Mais quand il m'a indiqué un aîné des Libanais, il dit, j'ai imprimé là-bas. J'ai été là-bas voir. J'avais vu une machine de 22 millions. Je dis, J'ai demandé, ça le secret. Il a dit 22 millions. Je dis, mon frère, je n'avais rien dans mon compte, mais je m'étais promis de l'avoir. On était en 2012. Je l'ai eu en février 2014. Comment? Sans aucun prêt. Le peuple veut savoir comment. Sans aucun prêt, sans aucune aide, et c'était pas à crédit. Ouais. On dit souvent, qui vole un œuf, volera un bœuf. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'on nous a enseigné que le côté négatif. Qui vole un bœuf, volera un bœuf. Ouais. En fait, l'adage même, c'est lorsqu'on se concentre sur un projet, il s'amplifie. C'est parce que le voleur s'est concentré sur son projet de vol qu'il est devenu un bœuf. Donc, lorsque tu te concentres sur un projet, aussi petit soit-il, il grandit. L'effet cumulé, quoi. Systématiquement. Donc, il a juste fallu que je me concentre réellement sur le projet et qu'à chaque fois, je veuille bien à l'atteinte des attentes de ma clientèle. Regarde, ça brille. Ce que tu fais, c'est un peu trop mat. Avec une imprimante laser, ça va aller. Mais avant de prendre l'imprimante de 22 millions, j'ai dû prendre une autre de 3 millions d'abord. Imprimante laser qui faisait la même qualité mais ne me permettait pas d'avoir le même coût que les autres. Donc c'était plus cher en consommable. Mais avec la machine de 22 millions, les consommables reviennent moins chers. Je vois clairement que c'est du step by step. Et comme tu l'as dit, les gens ne veulent pas, ils veulent commencer par le haut pour venir en bas. Souvent, quand on commence par le haut, brusquement, on vient en bas, justement. On vient en bas forcément d'abord. Oui. Avant peut-être de remonter si on a toujours la chance et d'autres personnes ne sont pas rentrées dans le système. Donc, il faut construire. Il faut construire. Ça permet, c'est le terrain, je le dis. C'est le terrain qui commande et il a le don de savoir bien nous indiquer le chemin. Bon. Et toi qui
comme tu l'as dit, tu n'avais aucune formation dans ce domaine-là. Tu saisis une opportunité, tu te lances dans le domaine. Comment on arrive à apprendre à maîtriser le domaine comme toi tu le maîtrises? Aujourd'hui, tu n'es sans doute plus, on va dire, dans l'opérationnel de l'imprimerie au quotidien, à tout faire au quotidien, qui était il y a 10 ans, mais tu as dû le faire pendant des années. Comment tu apprends à le faire? Et c'est ça qui te permet aussi de transmettre, parce qu'il n'y a pas quelque part où on forme les gens pour le faire. Donc, comment toi-même tu apprends et puis tu transmets aujourd'hui? Les gens disent souvent, j'ai galéré pour en être là. J'ai souffert. Personnellement, moi, j'ai pas souffert. Enfin, on dit Ndia. Un Ndia, un Hokan. Je me suis battu. Ouais. Il y a une grosse nuance. Il y a une grosse nuance. Ouais. Je me suis battu. Ouais. Mais j'ai pas souffert. Qu'est-ce que cela voudra dire? Il m'est arrivé à un moment donné de travailler de 5h, 6h à 2h du matin pendant longtemps avec un seul repas par jour. Ouais. Oui, pendant longtemps. Il m'est arrivé de voir mon frère venir renvoyer mes clients. Oui, parce que je m'étais trop donné. Donc, arrivé à un moment donné, ce n'est plus l'argent le problème, mais la satisfaction de la clientèle. Il te pose des problèmes, tu entends et tu as envie de les satisfaire. Dans cette satisfaction, l'argent vient tout seul. Forcément. C'est-à-dire, je me rappelle un jour, j'étais dans ma chambre, j'étais rentré le soir et je m'étais couché. Enfin, j'étais là, je devais faire le point de ce que j'avais gagné dans la journée. Puis je m'étais assoupi. Il y a eu un vent qui était entré dans la salle, a éparpillé les billets partout dans la chambre. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu, ça m'a fait mal. Pourquoi? J'ai eu comme l'impression que je m'amusais avec l'argent. Ouais, je vois. J'ai eu comme l'impression que je m'amusais, mais c'était pas ça, j'étais fatigué. Et je me rappelle également un jour, pendant une semaine, j'avais imprimé des rapports à... il y a un collège là, Ferré-Chaguine, voilà. Oui. Les étudiants étaient venus imprimer des rapports en génie civil et génie civil, oui. Exactement. À la fin de la semaine, c'était au tout début, à la fin de la semaine, je fais le point et puis je me rends compte que je venais de gagner 2 millions plus. Ouais. Et je m'étais assis, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est effectivement ce que j'ai fait? Ou l'argent est venu d'ailleurs, ou comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'il y avait même pas une notion de contrôle, de suivi. J'étais là, j'avais pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Donc, c'était bizarre. C'est pour dire, lorsque vous travaillez vraiment, vous vous donnez à fond, l'argent vient. Il n'y a rien de plus facile que de se faire de l'argent. Oui. Ouais, le seul problème de notre génération, c'est l'intolérance à la douleur. Se donner nous permet déjà de dépasser les limites. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. En substance, oui. Parce que pour te former, pour comprendre le besoin des gens, tu te formes. Tu vois, c'est ça qui te motive à te former. La volonté farouche de satisfaire les gens et tu te débats, tu te démènes pour te former. Ouais. À chaque fois que tu aimerais satisfaire, c'est que tu es obligé d'apprendre. Oui. Et en voulant apprendre, tu apprends d'autres choses sur le chemin. Oui. Et tu te retrouves à pouvoir manipuler comment je vais dire, enfin, la créativité, tu agences A à B, etc. Et voilà, c'était ça. Ouais. Quand tu prends deux choses qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble et que tu les mets ensemble, c'est une forme d'innovation. Ce n'est pas de réinventer la roue. Tu t'inspires, par exemple, du vol des oiseaux pour créer l'avion. C'est exactement cela. Oui. C'est exactement cela. Je le disais aussi dans l'intro, on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un emploi, qui travaillent dans des ministères, dans de grosses entreprises, qui ont des jobs à côté, plusieurs activités à côté, génératrices de revenus. Puis, il y a même ceux qui arrivent à démissionner. Je dis, moi, je préfère aller m'occuper de mon activité. Mais dans le même temps, il y a des gens qui sont diplômés dans plein de choses, qui ont fait de grandes études, qui ne trouvent pas d'opportunités. Moi, je suis persuadé que ceux qui démissionnent ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris.
Est-ce que tu es du même avis? Oui, absolument. Absolument. Mais nous allons scinder le problème en deux. Oui. Il y a leur part de responsabilité de ne pas avoir les opportunités, mais il y a aussi de l'autre côté la part de responsabilité des aînés qui ont commencé par travailler quelque part. Oui. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de problèmes à résoudre, beaucoup de solutions à apporter. Mais le plus difficile en entrepreneuriat, c'est le management. Et celui qui arrive à bien manager, c'est celui-là qui, entre-temps, a travaillé dans une entreprise et qui a pu avoir de l'expérience. Oui. Alors, celui qui vient d'avoir son diplôme et qui veut se lancer en entrepreneuriat, il n'a aucune notion de base. Et ça lui serait un peu plus difficile. Il fera beaucoup plus d'erreurs. En réalité, les aînés, arrivés à un moment donné, devraient se rendre compte qu'il y a d'opportunités et qu'ils ont suffisamment d'expérience pour pouvoir se lancer afin de laisser la place aux jeunes pour faire de l'expérience également. Ouais. Donc, c'est pas aux jeunes de se lancer en entrepreneuriat, mais c'est plutôt aux aînés de laisser la place aux jeunes et pouvoir expérimenter leurs acquis. Ouais. Et permettre également aux autres de le faire. Ça, je comprends entièrement et j'ai jamais vu le problème sous cet angle-là. C'est vrai, à un moment, tu as acquis de l'expérience et tout, tu dois pouvoir sortir de ta zone de confort, tu as un peu de sécurité, tu as des choses à faire. Oui. Mais cela dit, toi, tu as fait quelle entreprise? Tu es allé chercher l'expérience où? Oui, c'est ça en fait. J'avais eu beaucoup de chance et c'est en cela que je l'appelle vent favorable. Ok. J'aurais pu me lancer dans n'importe quelle entreprise qui n'était pas génératrice de revenus en tant que telle, dont le besoin n'était pas aussi accru. Et du coup, j'aurais beaucoup de difficultés. Dans ces conditions, je ne pourrais pas avancer comme cela se doit. Mais lorsque, sur ce coup-là, c'est un peu comme Dangote, c'est tout le monde qui peut avoir ce coup de chance-là. Dangote, si c'était aujourd'hui qu'il allait commencer avec le ciment, c'est pas évident. Ouais. Ça peut arriver, mais c'est pas évident. Lorsque tu tombes sur une époque donnée, avec une opportunité, que tu as le courage de saisir l'opportunité, parce qu'il faut un courage. Il y a beaucoup de personnes qui ont des opportunités, ils viennent m'en parler en tant que coach, mais tu leur donnes tout ce qu'il faut comme conseil, tout ce qu'il faut comme décision à prendre, ils n'arrivent pas à bouger le petit doigt. Oui, l'action, la force du premier pas. Donc, on a tous, à un moment donné, eu cette chance. Et le courage d'en saisir, etc. Donc, voilà. Maintenant, ceux-là qui sont en entreprise et arrivent quand même à avoir d'autres sources de revenus, pour la plupart que j'ai reçus, ont d'énormes difficultés. C'est quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes. Ne pas laisser les gens entrer en entreprise ne leur permet pas de savoir ce que c'est qu'une entreprise, comment fonctionner dedans, et du coup, le travail confié n'est pas fait, ou n'est pas fait comme cela se doit, n'est pas fait en son temps, il y a tellement de difficultés. Et pour la plupart qui démissionnent, c'est parce qu'ils sont obligés de venir s'asseoir afin que cela puisse marcher. C'est pas forcément le besoin de venir, le besoin d'être utile, mais c'est parce que les autres ne permettaient pas. Ils vont les bouffer. Disons ça comme ça. Ils vont les bouffer. Et du coup, ils sont obligés d'abandonner pour venir. Mais toujours est-il que c'est un besoin qu'ils arrivent quand même à combler. Et si ces besoins sont là et que eux autres, n'étant pas libres, arrivent quand même à combler ce besoin, c'est que ceux qui sont au chômage ont des questions à se poser. Ce sont des questions à se poser. Quelles questions, par exemple? Quelles sont les questions que les autres se posent et arrivent jusqu'à arriver à satisfaire une demande? Oui, justement, donne-nous quelques... Quelle est la question fondamentale? Je suis au chômage, je me pose, je dépose plein de CV, j'essaie, ça ne marche pas. Et avant ça, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses que l'auto-emploi peut être une arme pour vaincre le chômage? Évidemment. Déjà, l'entrepreneuriat a une arme pour vaincre le chômage. Oui. Parce que cela permet de recruter des créateurs de richesse, comme on dit, de recruter du personnel, etc. Donc, celui qui s'auto-emploie règle déjà un problème. Alors, ce qui, moi, m'intrigue dans cette affaire d'auto-emploi, c'est que
Il y a des gens qui n'ont rien et qui ont peur de commencer. Alors, celui qui n'a rien à craindre. Rien à perdre. Puisqu'il n'a rien à perdre. Oui. C'est pas normal. Je conçois que celui qui est déjà en entreprise et qui aimerait démissionner a à perdre. Mais celui qui n'a rien, pourquoi ne pas essayer? Ne pas essayer quoi que ce soit. Il faut essayer. Maintenant, comment est-ce qu'il faut trouver quoi essayer? Oui. On va dire, bon, c'est la grande question. Comment? Si vous me prenez et que vous me déposez dans n'importe quel pays du monde, 101 francs, et c'est le matin, on me dépose, même si je n'ai pas encore mangé, avant le soir, j'aurai quelque chose en poche. Comment? Il y a rien à faire. J'aurai forcément quelque chose à gagner. Il y aura forcément quelqu'un que je peux aider, d'une manière ou d'une autre. Et après quelques semaines, le plus gros problème que j'ai rencontré dans ce pays-là, c'est ce problème que je vais chercher à résoudre pour tout le monde. C'est fini. C'est ainsi, tout simplement. Résoudre un problème, peut-être qu'un problème que tu as rencontré, tu as pu trouver la solution. Aide d'autres personnes également à avoir la solution. Ouais. Et ça même, c'est même... je me souviens plus du livre que j'ai lu, mais il paraît qu'il y a deux façons, on va dire, de résoudre des problèmes. Soit tu as énormément d'empathie. Ça, c'est la première façon qui est la plus difficile. Tu as énormément d'empathie, tu te poses, tu observes le monde autour de toi, tu observes les gens et tu te rends compte des problèmes qu'ils ont. Et tu proposes une solution face à ce problème. Mais c'est pas toujours évident à tout le monde d'avoir cet œil de sortie du cadre et d'observer le monde, d'observer le problème. Et la deuxième, c'est ce que tu viens de dire. C'est quel est le problème que moi-même j'ai ou que j'ai eu. Et c'est clair que tu n'es pas unique dans le monde. Il y a des gens comme toi qui ont aussi des problèmes et tu utilises le modus operandi que tu as affiné avec le temps. Tu l'utilises maintenant pour d'autres personnes. C'est ça. C'est exact. Autrement, enfin, il n'y aura pas d'entreprise. J'imagine que tu te retrouves dans une brousse sans aucune personne. Quelle entreprise tu auras? Qui va acheter? Les moutons, les animaux? Donc, c'est forcément le besoin de quelqu'un, d'une personne. Donc, soit ton besoin, soit le besoin d'une personne, forcément. Donc, tant qu'il y a quelqu'un, il y a forcément une solution à apporter. Mais quand on revient, on te dépose, par exemple, je vais dire, en Syrie. Peu importe. Oui. Quelle est la question que tu te poses? Je verrai déjà la difficulté que j'aurai. Ouais. C'est dans les conditions. Le terrain a le don de savoir nous diriger. C'est lui qui commande. Et il a le don de savoir nous diriger, nous orienter. Il suffit juste d'avoir un œil d'une autre perception. Pas un œil de souffrance. Qu'est-ce que je fous là? Non. Bon, voilà. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Quel est l'objectif? Est-ce que c'est quitter ce pays? Est-ce que c'est s'implanter? C'est rester là sur le long terme? Quelques questions. Et puis voilà. Dis-toi d'abord ce que tu seras, puis fais ce que tu as à faire. Ouais. Ne pas subir la situation, mais l'utiliser à son avantage. Un pessimiste trouve une difficulté dans une opportunité, alors qu'un optimiste trouve une opportunité dans une difficulté. Voilà. Il y a des gens qui sont là, qui ne font que trouver des problèmes aux solutions que vous apportez. Il ne faut pas être parmi ces gens. Solution, problème, oui, solution. Dès que tu trouves une solution, il t'apporte des problèmes dedans. Mais, écoute, on veut avancer ou bien tu veux que ça nous... Mais lui, il ne va jamais trouver de solution. Il ne faut pas être comme ça. Des fois, il faut se poser ces questions-là. Qui est-ce que je suis? Si je prends ce volet-là, est-ce que c'est celui qui attend que les autres trouvent une solution et à chaque fois, il trouve un problème? Ou celui qui apporte des solutions et d'autres trouvent des problèmes. C'est pas mauvais, hein. Il y a des gens qui trouvent des problèmes à ta solution et si tu arrives à les satisfaire, ils sont contents. Mais il y a des gens qui sont éternellement insatisfaits. Il faut les fuir. Décris-nous aujourd'hui, Fred s'impose. En termes d'organisation, l'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Combien de collaborateurs environ aujourd'hui? Les départements? J'ai plusieurs entreprises. Oui. Il y a ceux-là que j'ai laissés sur la toile
juste pour donner l'exemple. Et en voulant faire la publicité, je fais la publicité comme une petite entreprise qui n'a pas de moyens, afin que les jeunes s'y inspirent. Sinon, j'ai 2 entreprises qui vont directement vers les clients. Ces produits-là ne sont pas exposés. Et puis, nous travaillons en toute discrétion, comme cela se doit, parce que, bon, il faut pouvoir laisser la marge de manœuvre aux autres également afin qu'ils puissent travailler. Nous avons automatisé beaucoup de choses. Ok. Ce que je déplore dans notre, je dirais, dans notre pays, c'est la culture d'entreprise que les gens n'ont pas. Ok. Et au démarrage, quand moi j'avais commencé, je l'avais dit tantôt, que je travaillais des fois de 6 heures à 2 heures du matin et avec une nourriture, un repas par jour. Mais la loi demande à ce qu'on travaille de 8 heures à 18h, 19h. 18h, 19h et avec 1 ou 2 heures de pause à midi. Bon, c'est la loi et c'est normal. Mais si vous travaillez de cette manière, vous n'irez nulle part. Jamais nulle part. Je dis, je répète, de 8h à 18h, vous n'irez jamais nulle part. Ils peuvent écrire ça à la date d'aujourd'hui, quelque part. Nulle part. C'est ce que vous faites en extra qui vous permet de dépasser la concurrence. Amen. Amen. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est ce que vous faites en extra. Donc, à moins que vous soyez un gouvernement, vous n'avez pas de concurrence, vous soyez la SB2E, Soneb, et puis il n'y a pas de concurrence. Dans ces conditions, ça va. Mais vous démarrez votre entreprise auto-emploi. Et vous souhaitez avoir un week-end à vous. Ok, d'accord. Wait and see. Ouais. Voilà. S'il y a une chose sur ce point-là que moi j'ai appris, c'est il faut avoir un bon sommeil. J'étais contre ça. Quand on dit il faut dormir, on ne dort pas, il faut pas faire ce truc-là. Mais j'ai compris finalement, on va dire, l'importance du sommeil. C'est réparateur, tu as besoin de ça pour avoir les idées claires. Donc il faut vraiment dormir, très bien dormir. Mais la nuance, à mon avis, c'est ce que moi j'applique personnellement, c'est je dors plus tôt et je me réveille plus tôt. À partir de 22h, 23h, on commence à être fatigué. Tout ce que tu essaies de faire après ça ne t'apporte pas forcément un gain de productivité. Tu vas traîner la journée, tout ça. Mais si tu dors à 22h, 23h ou plus tard, tu dors, tu as un bon sommeil, tu te réveilles plus tôt que les autres. La plupart du temps, quand les gens ne dorment pas vite, c'est qu'ils sont devant la télé. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de discuter avec des gens. Mais le temps là, ça ne t'apporte rien de concret. Va dormir avec ce temps et récupère-le pendant que les gens sont en train de dormir parce qu'ils se sont endormis à 0 heure. Toi, tu te réveilles à 4 heures, à 5 heures. Et depuis que moi, j'applique ça, je me rends compte que au plus tard à 10 heures, 11 heures, si j'avais 5 tâches à faire dans la journée, franchement, j'en ai déjà fait 3 ou 4 dedans parce que tout est calme. Personne ne te distrait, il n'y a pas d'appel qui vient, il n'y a pas d'enfant qui traîne par là. J'ai envie de faire comme toi. Oui. Amen. Ouais. Déjà, celui qui a bien travaillé dans la journée n'arrive pas à regarder la télé. Oui. Puis s'assoupit automatiquement. Je ne peux pas. Oui. Je ne peux pas donc regarder la télé le soir, c'est quasiment impossible. Oui. Je vais m'assoupir parce que j'ai été consommé toute la journée. Oui. Alors, lorsque je m'assoupis à 22h, des fois à 21h30, on dit qu'il faut avoir des rêves, de grands rêves pour pouvoir réussir. Mais moi, comme toi, comme la plupart des grands hommes, la nuit, on se réveille par des rêves qui nous empêchent de dormir. Tu ne sais pas à quel moment tu te réveilles. Pendant que les autres dorment en rêvant, il y a un rêve qui t'empêche de dormir. Qui te réveille automatiquement, tu ne sais pas, tu n'as pas besoin de réveil, tu n'as besoin de rien du tout. Ça veut dire que tu as de bons rêves. Et celui qui se couche à 23 heures, parce qu'il est en train de regarder, permettez-moi de le dire, Maman Dilara. Oui, parce qu'elle balle perdue.
Elle amuse bien Oui. la galerie. Quand je tombe sur ses vidéos, même sur ses directs, je m'arrête. Et je contemple un peu ce que les gens trouvent à rester là-dessus. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que dernièrement, elle-même a souhaité changer de camp. Ok. Que ce qu'elle était n'était pas intéressant. Et je dis, bah voilà, les réseaux sociaux sont devenus une addiction. Et moi-même, j'en ai eu peur. Je te donne un exemple. J'ai commencé le coaching. Et dans le coaching, j'ai voulu expérimenter plusieurs thématiques. Ok. Entrepreneuriat, salariat, le mindset du gagnant, le mindset de la victimisation. Et j'ai remarqué que quand tu donnes le mindset du gagnant, les gens n'apprécient pas. Mais le mindset de la victimisation, ils adorent. Ils adorent. Ils sont pleins à liker, ils sont pleins à partager, ils sont pleins. Je dis, ben, c'est pas comme ça qu'on grandit. Donc, si tu ne sais pas faire, tu risques de les suivre, de faire ce qu'ils aiment. Donc, à un moment donné, il faut se dire concrètement ce que l'on veut être. Dis-toi d'abord ce que tu seras, puis fais ce que tu as à faire. Ça, c'est une belle phrase. C'est la deuxième fois que tu la sors. Ceux-là qui veulent réussir, ils suivent les vidéos, mais ne like pas, ne partage pas. Mais quand ils te voient en circulation, ils te le montrent clairement. Soit tu n'as pas beaucoup de likes, les vidéos vont prospérer, tu n'auras pas de partage, de likes, mais tu sais quand même que tu as ta cible qui est là, qui est précise. Et ça t'oriente. Pas forcément suivre la foule. Ouais. Il y a plus de zèbres que de lions. C'est clair. C'est clair. c'est naturel, quoi. Quand je parle de mindset gagnant et de mindset de la victimisation, est-ce que tu veux bien nous dire un peu c'est quoi les deux? Alors, le mindset du gagnant, c'est celui-là qui prend sa vie en main. Il sait que toutes les situations ne dépendent que de lui. Ouais. Je suis pauvre, c'est de ma faute. Je suis riche, c'est de mes efforts. Ouais. Il faudrait pouvoir comprendre. Mon grand frère ne m'a pas aidé, il n'est pas obligé. Il s'est battu pour en être là. Mais la plupart des gens, enfin, l'éducation que nous avons reçue, c'est que forcément. Et pour mieux caricaturer la chose, c'est par exemple un policier qui t'arrête en circulation parce que tu as commis un délit. Et plutôt que de suivre normalement la procédure, tu cherches à appeler un aîné qui est haut gradé, j'en sais rien, et pour pouvoir intimider ce dernier. Voilà qui n'a pas décroché. C'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Mais est-ce que moi, j'ai envie d'avoir des amis de malheur? Ouais. Honnêtement, non. Je ne veux pas avoir des amis qui vont venir me secourir. Je veux avoir des amis qui sont comme moi, c'est-à-dire qui travaillent à fond. Et si un jour on se dit, ben, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, ça fait 3 mois déjà, est-ce qu'on ne va pas se voir quelque part là manger? Ou est-ce que nous n'allons pas organiser une fête? Je veux des amis avec qui partager des moments de joie. Je ne veux pas déjà être dans un problème. Je ne veux même pas avoir de problème. C'est de là que ça commence. Je ne veux pas avoir de problème. Avant de chercher à voir les vrais. Oh non, je ne veux pas. Zig Ziglar dit rendez-vous au sommet. J'aime beaucoup cette phrase-là. Mieux vaut qu'on aille tous se retrouver au sommet que quelqu'un soit au sommet pour tirer l'autre. Non, on n'a qu'à se retrouver là-bas. Et si, entre-temps, j'ai perdu un ami de vue pendant 6 mois, il m'appelle, ah Fred, j'ai besoin de telle chose là, est-ce que toi tu en as? Il ne s'agit pas, allô, il y a longtemps, comment tu vas et la famille? Et attendre une semaine après avant de... Non. Nous savons que nous sommes occupés et qu'il a besoin de telle chose, une orientation. Est-ce que tu peux m'orienter? Oui. Ah, mais ça fait longtemps quand même qu'on s'est vu, il faudrait qu'on se voit aussi. Voilà, c'est ça le genre d'amis que moi je vais avoir. Ouais. Mais le pauvre, lui, je dis le pauvre, pas celui qui n'a pas d'argent, mais celui qui a un mental faible. C'est ça, de victimisation. Lui, il veut forcément qu'on l'aide. Et si tu ne l'aides pas, il y a une phrase célèbre. La roue tourne. Et il est prêt à attendre. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Il attend que ce moment arrive. Donc, de façon inconsciente, il te souhaite même ton échec. Ouais.
sans le savoir. Et pour lui-même, il n'évolue pas pour autant. Donc, déjà, il faut cesser de rechercher les vrais amis dans le malheur. Il faut prier pour ne même pas avoir de malheur et grandir. Alors, pour celui-là qui, plutôt que d'appeler le grand frère, l'ami, enfin, le haut gradé, moi, je dis, pour grandir, il faut avoir également des connaissances, mais c'est le moment idéal pour faire une nouvelle connaissance. Et chef, même si tu m'arrêtes, tu dis n'importe quoi là, l'appel que je prenais, je ne pouvais pas laisser ça. Je ne pouvais pas. S'il faut payer 20 000, je préfère payer les 20 000, finir avec l'appel qui va me rapporter peut-être 100 000 ou 500 000 ou 1 million. Et on va faire ce qu'il faut. Mais systématiquement, on a l'impression qu'il faut descendre cette personne. Non, il faut arrêter ça. Il y a quelque chose de très, j'allais dire sympa, mais ça me rappelle le jeu de mots que je faisais tout à l'heure. Oui, mais c'est sympa que tu viens de dire, c'est ne rater aucune occasion de se faire un nouvel ami. C'est une leçon de vie que j'ai eue. J'avais rendez-vous avec un monsieur qui devrait me payer. J'étais dans une situation urgente, donc je lui ai fait signe, le paiement, il m'a dit, passe au bureau. Et c'était une situation très urgente pour moi. Je devais prendre les sous pour vous gérer. J'arrive au bureau, dans le hall, il y avait plein de personnes qui attendaient, au moins 4-5 personnes qui attendaient avant moi. Donc, j'étais assis là. Et son homme de course est venu, il me dit, ah tiens, c'est lui que tu veux voir. J'ai dit oui, il m'a dit, ah ok, j'arrive. Il va lui parler et le monsieur lui dit de me faire venir. Je rentre dans le bureau, je me rends compte qu'ils étaient là, juste en train de rigoler, il était avec ses potes, il ne faisait rien, c'est pas qu'il était occupé outre mesure. Il m'a fait mon chèque, ah ça va, je suis parti. Et je me suis dit, mais merde. En fait, j'aurais attendu, il aurait fait ce qu'il a à faire, il aurait fait venir les autres qui étaient là avant moi et me faire venir quand il pourra et ma situation serait en attente. Et peut-être même qu'il serait déjà fatigué, donc va vouloir éliminer ton dossier sans pouvoir. C'est ça. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est juste le rapport que j'ai avec son monsieur là en question, son garçon de course là en question. C'est un rapport d'abord de respect et c'est un rapport, moi je conseille même ça, on peut dire ce qu'on veut. Mais les 1000 francs, les 500 qu'on glisse ici, par-ci, par-là, là, moi je trouve que c'est même un devoir. Quand je dis devoir, c'est pas qu'on doit le faire. Mais si tu veux, qui veut aller loin, ménage sa monture. Et c'est la relation que tu as entretenue avec la personne, de par le respect que tu lui témoignes, de par, on va dire, les petites attentions que tu lui témoignes, qu'elle te rend d'une manière ou d'une autre. Dans une entreprise, la secrétaire, le gardien, toutes ces personnes-là, il faut rater aucune occasion de se faire ami avec elle, en fait. Oui, je suis absolument d'accord. Déjà parce que, ça n'allait de rien, mais ça les soulage énormément. Le peu soulage énormément. Et moi, je ne rate aucune occasion de pouvoir donner. Si tant est-il que cela ne me dérange en rien. Je rencontre un agent de sécurité au bord devant ton portail. Chef, comment tu vas? Il est là, le boss. Le fait de lui dire chef lui permet d'être ouvert. Oui. Et je lui dis constamment, peu importe la personne, chef, peu importe, je ne veux même pas savoir, mon ami, mon cher, etc. Et c'est devenu mon mode de vie. Ouais. Donc la réussite est un mode de vie. Il faut savoir comment s'exprimer, comment aborder les gens, etc. Et quand tu commences par avoir ce feeling, c'est tellement doux. La vie devient facile. Très facile, comme tu l'as décrit tout à l'heure. Très facile. Tu viens, il y a un tas de personnes qui est là, mais faux, mieux. Et tu passes. Donc c'est ça. Il faut rater aucune occasion de le faire. Et il faut le faire. Moi, je le fais. Et des fois, je ne le fais pas. Surtout quand la personne, ça devient comme une dette. Ouais. Je ne le fais pas pour que la personne sente que c'est pas une dette. Oui, je le fais volontairement. Volontairement, on doit pouvoir comprendre que celui qui ne le fait pas mérite les mêmes attentions aussi. Donc, voilà. On a dit de long en large qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il y a des exemples de choses à faire? S'il n'y avait pas le secret professionnel, les personnes qui viennent à moi pour le coaching avec des idées et qui n'osent pas entreprendre,
ces idées-là, je les aurais entrepris depuis. Ouais. Ils viennent avec des idées de dingue, des idées qui vont marcher sur le coup, mais n'arrivent pas à démarrer. Déjà, tu as eu l'idée. Tu as eu la patience de payer 100 000 francs 1 heure pour la consultation. Maintenant, tu ne te lances pas. Ma prochaine question, c'est de savoir si aujourd'hui, on te lance un défi, on te dit, OK, aujourd'hui, on t'arrache tout ce que tu as, on te sauvegarde quelque part. Je ne veux pas dire que tu as tout perdu parce que non, on ne perdra jamais tout, je touche du bois. Mais on te l'arrache, on le met quelque part, on te défie de recommencer à zéro. À l'entrepreneuriat, le plus difficile, c'est quand on commence à grandir. Ah oui? Oui. J'aurais dit que c'était le contraire. C'est ce que j'aurais dit aussi. Le plus difficile, et j'aime bien cette parole de notre président. Oui. Quand tu n'as pas le talent, il faut avoir le talent de recruter des talents. C'est un vrai talent de pouvoir recruter des gens comme toi, Oui. à qui passer la main, qui vont pouvoir assurer réellement. Sinon, au départ, tu te donnes à fond et ça marche. Si au départ, ça ne marche pas, c'est que c'est toi le problème. Il va te faire coacher. Sinon, tu as trouvé un problème auquel tu apportes une solution. Ça doit marcher obligatoirement. Ça ne marche pas, c'est toi le problème. Donc, arrivé à un moment donné, ça marche. Il faut maintenant avoir d'autres collaborateurs. Et c'est là où on a des difficultés à rencontrer de bonnes personnes. Ce sont les difficultés. Sinon, au départ, c'est facile. C'est pour dire, avec un seul business, c'est-à-dire, aujourd'hui, j'en ai plusieurs, avec plusieurs collaborateurs. Si je prends un seul et que je me concentre là-dessus, en 1 an, je vais me dépasser. Avec tous ces business-là? Oui, je vais dépasser tout ce que j'ai aujourd'hui. Parce que j'ai une meilleure capacité à détecter les talents. Au début, c'était pas ça. Il fallait prendre des personnes, les accompagner, les pousser. Et avec le temps, ce n'est plus ça. Il vaudrait mieux retrouver des talents, les recruter. Ça te permet de grandir. Et il faut surtout pas avoir peur de payer les talents à leur juste valeur. Si c'est un vrai talent, il va te faire gagner tellement d'argent. Donc, le payer ne sera rien. Le salaire n'a jamais été un poids. C'est un investissement. Oui. Autrement, c'est que c'est pas un bon salarié. Ouais. C'est vrai qu'il y a peut-être il y a sans doute même des entrepreneurs qui ne paient pas la juste valeur de ce que la personne apporte. Il y a des gens qui grugent. C'est vrai, il peut y en avoir. Mais souvent, comme tu le dis, c'est en fonction de la valeur que tu apportes qu'on te rétribue. Et si la personne est consciente de la valeur que tu lui apportes, elle est rarement enclin à ne pas te rétribuer à ta juste valeur. Et là, encore, si toi-même tu es conscient de ta valeur, tu ne te laisseras pas rétribuer en dessous de ta juste valeur. Ça va, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment la valeur, mais pensent qu'ils en ont. La juste valeur dont on parle, si tu entres dans une entreprise et qu'on t'a tout enseigné, ou plutôt on t'a donné le process, tu ne fais qu'exécuter. L'exécutant n'est pas cher payé. Il n'est pas cher payé. Celui qui est cher payé, c'est celui-là qui innove. C'est celui-là qui anticipe. C'est celui-là, en gros, qui soulage le chef d'entreprise. C'est le mot. Dès qu'il arrive à le faire, ben, le monsieur, il est assis, il est tranquille, il veut voyager, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là, etc., etc. Et si tu arrives à innover, et en plus de cela, avoir la grande valeur recherchée qui est rare aujourd'hui, la probité, bah c'est fini. Hein. Si ceux-là se donnaient autant que toi, on serait à un niveau extraordinaire. Ok, donc tu estimes clairement que... Oui, et j'aime bien cette partie de Dangote qui dit que lui, il a un de ses collaborateurs qui a sa maison même, qui a des maisons, et même à New York, et que lui n'en a qu'au Nigeria. Donc ce n'est pas c'est pas qu'en étant salarié, on ne peut pas grandir. Mais quand tu es salarié, tu ne te donnes pas. Oui. Tu n'es pas cher. On ne peut pas avoir peur de te perdre. Tu n'as pas de valeur. Là, tu viens d'apporter, on va dire, une grosse nuance dans tout le sujet, parce que beaucoup de personnes, en regardant cette vidéo, même en voyant le titre, vont se dire qu'on est peut-être en train de dire que tout le monde devrait aller entreprendre et que ça réglerait le problème du chômage. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a certaines personnes qui
n'ont pas cette force de caractère. Parfois, il faut savoir qui l'on est et faire son choix. Assumer. Je veux être salarié parce que moi, je ne veux pas, non. Mais je ne veux pas être n'importe lequel. À partir de ce moment, je commence ici. Demain, je veux être à l'UNICEF. Après, je veux être à... Et puis, je me fixe des objectifs. C'est pas rester là éternellement, ne rien donner, ne pas grandir et fuir même les objectifs du collaborateur qui a du potentiel que tu espères. Tu aides à dépasser sa limite. Monsieur, lui, il exagère. Ouais. Il exagère, c'est des trucs extraordinaires qu'il ne fait que demander. Moi, non. Mais dans ce cas, tu vas jamais grandir. Ouais. Donc, il faut faire le choix. Faire ce qu'il faut. de faire ce qui est bon avec notre force de caractère, entreprendre ou continuer dans le salariat. Mais toujours, il faut se fixer des objectifs. Ne pas rester, ne pas stagner. Aller à un autre niveau, permettre à d'autres personnes de venir à ce niveau-là. Et voilà, c'est comme ça que le monde grandit. Aujourd'hui, tu t'es lancé aussi dans la menuiserie. Tu as lancé, voilà. Ça fait beaucoup de choses. À part l'imprimerie, la menuiserie, les formations en menuiserie aussi. Parle-nous-en. Alors, l'imprimerie, c'est déjà un volet qui est canalisé par les collaborateurs. Oui. Je n'interviens plus vraiment à part dans l'innovation. Je continue d'écouter, d'être à l'écoute de la clientèle et d'innover. Donc, dans ce sens, oui, on continue toujours. Si nous prenons le cas de la menuiserie, déjà, nous sommes entrés dans la menuiserie parce que j'ai rencontré un problème. J'ai voulu meubler mon appartement, ma maison. Mais j'ai pas pu trouver un menuisier qui pourra me suivre à la lettre comme je le souhaiterais. Ok. À ce moment-là, toi-même, tu avais déjà laissé et tu n'en faisais plus. Je n'en faisais plus. Oui. En démarrant l'imprimerie, je ne pouvais rien faire d'autre. L'entrepreneuriat te consomme de A à Z. Tu ne peux pas être entrepreneur et avoir du temps pour autre chose en temps normal. Non. À moins que cela atteigne un certain niveau, tu as pu déléguer facilement et puis voilà. Donc, je n'avais pas trouvé un menuisier. Peut-être que j'ai pas bien cherché, ça je le dis, mais je n'en avais pas trouvé qui pourrait être à l'écoute comme je le suis avec mes clients à moi. Oui. C'est de là que j'ai voulu relancer la menuiserie. Je l'ai relancée et il y a de petites demandes qui sont venues sans que je ne sois même prêt. Donc, j'ai commencé avec ces demandes-là et ça a commencé à prospérer. Donc, jusqu'à présent, j'ai même pas encore pu meubler ma maison. Ah oui? Ben oui, j'ai pas encore pu. Il y a d'autres demandes qui sont là, qui ne font que nous consommer de jour en jour et voilà. Bon, peut-être un jour, je vais prendre un congé et m'occuper de ma maison. Et après, l'idée de la formation, elle, c'est venu d'où? C'est venu du manque de collaborateurs qui épousent notre vision. Ouais. Et ils veulent le faire à 15, 20. Si c'est 50% bien fait, c'est que c'est bon déjà. Je ne sais pas me contenter de 90%. Je ne sais pas le faire. Et si on doit faire la même chose que les autres, nous n'avons pas de raison d'exister. C'est clair. Autant laisser les autres le faire gagner leur vie. Donc, je ne fais pas la concurrence. Nous avons notre niche, mode d'emploi, etc. Et aujourd'hui, je suis en train de former mes futurs concurrents. Et je le dis ouvertement. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils payent cher. 1 million de la formation. Ils payent cher, mais je leur donne tout. Je sais que ce sont de futurs concurrents, mais qui peuvent vraiment me challenger. À moins que quelqu'un qui, parmi eux, ne se donne pas ou fait semblant de se donner, bah, s'il reste avec moi pendant ce temps et qu'il n'y arrive pas, il lui serait difficile d'y arriver après. Mais comment tu gères le fait qu'on est dans une société où des gens estiment que faire un métier comme la menuiserie, ça rejoint un peu je me souviens plus du mot que tu avais utilisé, l'orgueil dont tu parlais. Bon, c'est pas que les gens ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas. Ah oui? Ils savent pas ce qui est dedans. Oui. Alors,
je ne vais pas voir un patron menuisier qui a une maths que 50 ou 90 en mauvais état et vouloir la menuiserie. Oui. C'est pas possible. Il faudrait d'abord inspirer l'apprenant. Je veux être comme ce boss-là, qui est menuisier et qui s'emploie à le faire. C'est ainsi qu'on inspire les gens à venir. Donc, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent trouver, gagner. Mais quand tu les inspires, ils voient que, ouais, je veux être comme ce monsieur-là, je veux... Facilement, ils viennent. J'ai un menuisier à côté de moi qui est en déficit d'apprentis. Gratuitement, il veut avoir des apprentis gratuitement. Et moi, j'en ai avec un paiement de 1 million. Et des personnes qui ont déjà la licence, etc., le master, des gens qui sont déjà en entreprise. Ah oui, il y a des gens. Si, j'en ai. D'ailleurs, c'est eux qui arrivent à payer. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui changent complètement de fonction. Hein. Ils viennent parce que tu les inspires. Ils te voient à l'œuvre. Si c'est pas intéressant, pourquoi est-ce que ce monsieur-là serait dedans? C'est ça. Donc, et on voit... On le voit à l'œuvre, on voit les résultats. Oui. C'est clair. Donc, voilà. C'est qu'ils ne savent pas. Et c'est à nous de pouvoir les inspirer, de leur montrer le chemin afin qu'ils puissent adhérer. Voilà, c'est tout. C'est aussi une des missions, on va dire, de ce podcast-là. C'est de montrer aux gens qu'il y a plusieurs chemins, en fait. Et quand un semble boucher, il faut avoir le mindset de s'adapter, quoi, de très vite prendre contrôle de sa gouvernail et de changer de cap, quoi. Rapidement, il faut le faire, tout en étant persévérant. Faut pas oublier. C'est difficile, le chemin est rude, et c'est pas pour autant que je vais laisser, parce que je me dis c'est trop difficile. Ouais. Il faut savoir, je l'ai dit, il n'y a rien de plus facile que de gagner de l'argent. Le problème de notre génération est l'intolérance à la douleur. Il faut donc savoir que le plus rentable, c'est le plus difficile. Oui. Ouais. Ce que tout le monde ne peut pas faire, les gens sont prêts à en payer le prix fort. Mais ce que tout le monde peut faire, tout le monde peut conduire Zim. Ouais. Si chaque minute je vais voir un Zim, je suis prêt à plus négocier le prix parce que je sais que c'est pas rare. C'est pas rare. Mais si c'est difficile à faire, les gens seront obligés de payer le prix. Donc, et toi, est-ce que tu distingues l'endurance, la persévérance de l'entêtement? Il y a une nuance. Oui. Lorsque vous entreprenez dans l'innovation, vous avez besoin d'endurance. Mais lorsque vous entreprenez dans la résolution d'un problème tangible, on n'a pas besoin d'endurance. On a besoin d'être smart. Parce que le problème est là, la solution est là, les gens vont prendre en même temps. Ils n'ont pas besoin d'endurance. En même temps, ils sont là, ils prennent en même temps, systématiquement. Il y a la Saint-Valentin qui arrive. Je prépare un produit pour la Saint-Valentin. Mais toi, tu es fort dans ça. Comment tu fais, Vovo? Comment tu fais? On arrive, il y a toujours quelque chose pour quelque chose. Comment? C'est justement le bon produit au bon moment, au bon endroit. Il y a tout. Si c'est fête de mai, si c'est fête de mai, si c'est Saint-Valentin, il y a toujours un produit. C'est la meilleure des formules. Il ne s'agit pas de dire, bon, je vends un produit, mes proches ne me soutiennent pas. Ils ne te soutiennent pas. Tu vends un produit de la Saint-Valentin. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'anniversaire. Tu veux qu'il achète pourquoi? Pour te soutenir, ok, il va le faire une fois. Mais il ne le fera pas continuellement. Ouais. C'est clair. Donc, choisis une cible, apporte un produit et tu ne te verras pas dans la souffrance de quête de clients. Et c'est eux qui viendront même acheter. Et ils vont te frapper, vous ouvrez à quelle heure? Ils vont épouser tes valeurs. Même si tu ouvres à 23 heures, ils vont épouser tes valeurs, venir à 23 heures. Là, c'est quand tu apportes une solution. Maintenant, dans l'innovation, c'est que c'est pas forcément un besoin. Tu anticipes. Et tu dois persévérer, laisser le temps aux gens de croire en toi, de croire en ton produit. Et c'est ça l'endurance. Donc, dans l'endurance, dans l'innovation, etc., c'est pareil que la passion. Si tu n'as pas un backup qui te permet de tenir dans les petites charges, non,
le découragement va frapper à la porte. Donc l'endurance est importante dans l'innovation, mais quand c'est une solution qui est bien apportée, c'est une question d'être de smart. Et si on pousse cette notion d'endurance et d'entêtement dans le cadre de quelqu'un qui s'est formé, qui a son diplôme, son master, il y en a même qui ont 2-3 masters, mais qui ne trouvent pas d'opportunité dans le domaine dans lequel ils se sont formés et se disent oui, ça va venir. L'année dernière, il a déposé énormément de lettres de motivation. Cette année, il va recommencer. L'année qui va suivre, il va recommencer. Toujours de l'endurance ou de l'entêtement? Ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Parce que le leader, on va dire, le leader, c'est pas forcément l'entrepreneur. Oui, on peut être leader. C'est ça, ouais. C'est quelqu'un qui il n'espère pas un résultat. Il le conditionne. Je ne vais pas juste espérer. Ouais. Je le conditionne. Ah, ils ont besoin de telle chose. Je vais prendre l'exemple d'un monsieur que j'ai beaucoup admiré. Il a plein de diplômes. Il a travaillé dans plusieurs entreprises. Et arrivé à un moment donné, il ne se retrouvait pas. Il a démissionné. Il voulait créer sa propre boîte. Il s'est lancé. Et ça marchait pas jusqu'à ce qu'il soit obligé d'abandonner même la boîte au gérant. Et le gérant a continué, ça donnait pas. Et il a déposé beaucoup de dossiers. Mais ça, on ne le prenait pas. Il a été obligé de revoir son CV, déposer le même dossier en tant que chauffeur. Parce qu'il fallait nourrir sa famille. Ouais. C'est son épouse qui entretenait la maison depuis un moment. Du coup, il s'est lancé, il est devenu chauffeur. Oui. Ben, il s'est assuré d'être chauffeur dans une belle entreprise. Donc, lors des sorties, nous avons besoin de telles choses. Ah, monsieur, pour avoir ceci de façon rentable, c'est mieux d'aller à tel endroit. Et finalement, mais toi, tu viens d'où? Qu'est-ce que... Ah, en réalité, je suis tant, j'ai fait telle chose. À partir du jour où il a discuté de ce sujet-là avec son patron, il est rentré avec le véhicule du DG à la maison et venait le lendemain le chercher rapidement au bureau. Le véhicule restait avec lui. Parce que le monsieur a vu son parcours, mais... il a très rapidement quitté le niveau chauffeur. En fait, c'est quelqu'un que je connais, très proche. L'exemple là, il est devant moi, il est devenu quelqu'un d'autre. Son statut a radicalement changé. Mais il a galéré pendant 4 ou 5 ans d'abord, avant de prendre cette décision-là de devenir chauffeur. Sa situation a complètement changé. C'est-à-dire, il est au top. Je le dis fièrement. Au top. C'est une histoire que j'ai vue. Ouais. Ce que je vais dire à ces personnes, c'est, arrivez à un moment donné, laissez l'ego de côté, prenez ce qu'on vous tend, faites vos preuves. Une fois dans l'entreprise, même s'ils ne peuvent pas vous garder, il leur est plus facile maintenant de vous recommander. Ouais. Et ce gars-là, je ne peux pas le garder ici. Non, franchement, il faut que... Et puis on l'aide. Mais c'est quelqu'un qui avait déjà atteint un certain niveau de responsabilité dans d'autres entreprises, dans des ONG. Et en temps normal, moi-même, je n'arrive pas à concevoir qu'il n'arrive pas à trouver un poste, un job quelque part. C'est bizarre qu'il n'arrive pas, avec toutes les connaissances qu'il a eues, le niveau qu'il a atteint, qu'il n'arrive pas à trouver un job. Mais voilà, il a repris, il est très bien, il continue de travailler, mais il a des entreprises. Il continue de travailler, il a des entreprises. Je le connais. Et c'est ça la chose. L'ego, mettez-le de côté. Et c'est bon. Je voudrais faire une simulation. Là, je suis ton jeune frère. Je suis assis, je suis devant toi. Je suis au chômage depuis des années. Je n'arrive pas à m'en sortir. Qu'est-ce que tu me conseillerais là? Déjà, si c'est que tu as déposé tes dossiers et les gens n'ont pas pris, entre dans une entreprise en tant que stagiaire. Mais donne-toi à fond, bats-toi. En une semaine, tu peux être en griffe, nul n'est irremplaçable, mais on peut te voir comme un pion dans l'entreprise en une semaine. Et au moment de partir, on sera obligé de vouloir te garder. C'est déjà ça. Si tu as été bon, on ne va pas te laisser partir. Tu n'as pas été suffisamment bon.
On n'a pas eu besoin de toi. Ou alors tu es rentré quelque part où tu n'étais pas vraiment utile. Ton niveau ne permet pas à ce qu'on te garde. Autrement, aucun chef d'entreprise, je le dis, je ne sais pas celui-là qui trouve un bon élément, le laisse partir. Non, c'est pas... Soit il n'est pas rentable. Donc, il commence déjà par là, stage simple. Ou alors, il cherche à entreprendre, qu'il voit un produit. Nous avons beaucoup plus de chance maintenant qu'avant. On va dire c'est un peu plus complexe, mais on a plus de chance. Par le passé, quand moi j'allais entreprendre, il fallait forcément avoir les moyens de s'octroyer une boutique physique. Parce que les gens doivent venir quelque part pour acheter. Aujourd'hui, WhatsApp, statut WhatsApp est une boutique. Non, c'est plutôt partager des vidéos drôles. C'est ça, on aime faire les buzz. Mais ça rapporte quoi? Oui, mais tu es branché. Ah. Tu es au courant des dernières tendances. Donc celui-là n'a pas besoin de boulot, il n'est pas devant moi. Ouais, clairement. Clairement. Je ne rencontre pas ce genre de personnes. Clairement. C'est bizarre, mais je n'arrive pas à rencontrer ce genre de personnes. Mon environnement les filtre. C'est rare pour moi de voir une vidéo de commérage dans les suggestions de TikTok. Viens me voir des suggestions. J'ouvre TikTok, tu verras. Menuiserie. Le travail, quand il n'est pas fait en son heure, devient une distraction. Si aujourd'hui, je devrais être en train de livrer un client, mais plutôt que de livrer ce client-là, je suis sur mon ordinateur à créer un autre produit, c'est de la distraction pure. Oui. Donc, tout et même le travail est une distraction quand il n'est pas fait en son heure. Si déjà le travail est une distraction, à plus forte raison, la distraction est une distraction au carré. C'est ça. S'il y a des actualités que tu veux partager avec nous, des perspectives, des projets qui vont sortir dans quelques instants? Le projet en cours actuellement au niveau de la menuiserie, c'est faire en sorte que chaque Béninois puisse avoir une maison moderne avec très peu de moyens. Ouais. On doit pouvoir vivre bien chez soi, très peu de moyens et être à l'aise. C'est mon objectif. Donc, c'est inonder le Bénin, l'Afrique, etc. avec mes maisons un peu comme chez toi, hein, tu vois. Il n'y a pas grand-chose, on va dire, mais quand c'est bien taillé sur mesure, tu vois ce que ça donne, impressionnant. Fred s'impose. Un vrai professeur. Un vrai professeur, c'est ça, c'est ça. Dernier élément, est-ce que tu penses qu'il y a un point essentiel que quelqu'un qui a regardé cette vidéo devrait retenir? J'aimerais le dire à celui qui m'entend. Il n'y a rien de plus facile que de se faire de l'argent. C'est vrai que dans notre environnement actuellement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'aînés. On entend par-ci, enfermés pour ci, enfermés pour ça. Mais il y a également ceux-là qui réussissent leur vie en toute honnêteté, mais qui ne s'exposent pas. Cherchez à les trouver. Nous sommes tous le mime ou le contraire du mime de quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un, un voleur comme aîné, comme référence, vous n'allez vouloir que voler pour pouvoir grandir. Enfin, vous verrez que sans voler, vous n'irez nulle part. Mais lorsque vous avez dans vos objectifs, dans votre viseur, quelqu'un qui a réussi honnêtement, tout devient plus facile. Je vous en prie. Revoyez votre mode de fonctionnement, revoyez vos proches, revoyez votre entourage et vous allez pouvoir réussir. Tout le monde réussit. Voilà. Moi, je n'ai plus rien à dire. C'est un excellent mot de fin. Excellent mot de fin. Si ce n'est te remercier. Je t'ai pris beaucoup de temps avant et pendant. Aussi précieux soit ton temps, tu as joué au jeu, tu es venu, tu as partagé. Je voudrais te dire vraiment merci. Je te remercie également pour avoir pris ce défi générationnel à cœur afin d'aider les uns et les autres à grandir. Peut-être que pour le moment, c'est pas rentable, mais c'est déjà ça, vouloir apporter quelque chose à la génération. Je sais qu'ils ne seront pas beaucoup à regarder Ouais. pour le moment, mais quand ils verront ceux qui regardent grandir, je pense qu'ils seront obligés de se rallier. Merci à toi aussi. Donc voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Tu sais ce qu'il te reste à faire désormais. Allez, wake up, champ.